Il y a quelque chose avec les routes désertes en pleine nuit. Un truc qui fout toujours un mauvais pressentiment. Le genre de sensation qui serre le ventre et fait vérifier les rétros un peu trop souvent. Et cette voiture arrêtée au milieu du chemin, seule, vide, sans signe de vie, ce n'est pas un accident, c'est un piège. Je vous invite à plonger avec moi dans cette histoire. Mia, elle fait un boulot un peu à part. Elle est camionneuse indépendante. Vous imaginez les gros camions, les semi-remorques, les routes à n'en plus finir. Et ben ça, c'est son quotidien. Des nuits entières sur l'asphalte à bouffer des kilomètres, en veux-tu en voilà. Ce soir-là, c'est une nuit comme les autres, en apparence du moins. Elle est au volant de son gros camion, un vieux Scania qu'elle connaît par cœur. Le moteur ronronne comme un gros chat, les phares percent l'obscurité. La radio crachote une vieille chanson pop. Mia fredonne en tapant du pied sur l'accélérateur. Elle vit sa meilleure vie et surtout, c'est pour rester éveillée. Elle transporte une cargaison de pièces détachées pour une usine à quelques centaines de bornes de là. Rien de bien excitant. Du banal, du routinier. La route est droite, monotone. Mia connaît ça par cœur. Des nuits comme ça, elle en a vu des centaines. Pour gagner un peu de temps, elle décide de couper par une petite route de campagne. C'est un raccourci qu'elle emprunte de temps en temps. Une route étroite et sinueuse qui traverse des champs et des petits bois. D'habitude, elle préfère éviter ces coins-là la nuit. C'est un peu paumé. Mais ce soir-là, elle est pressée. Et puis, elle connaît le coin comme sa poche. Elle se dit que ça lui fera changer un peu du bitume de l'autoroute. Elle quitte l'autoroute et s'engage sur la petite route. L'ambiance change radicalement. Plus de bruit de circulation, juste le ronronnement du moteur et le crissement des pneus sur l'asphalte. Les phares éclairent les bas-côtés, les arbres et les champs qui défilent dans la nuit. C'est plus calme, plus tranquille. Mia ouvre un peu la fenêtre pour sentir l'air frais de la nuit. Elle roule depuis une bonne demi-heure quand, au détour d'un virage, elle aperçoit des phares allumés en plein milieu de la route. Bizarre, elle ralentit, se demandant ce qui se passe. Plus elle approche, plus elle distingue une voiture en travers de la chaussée, comme abandonnée là. Et puis, elle voit une silhouette près de la voiture. Mia pile net. Les freins couinent, le camion s'immobilise à quelques mètres de la voiture. Elle plisse les yeux pour mieux voir dans la nuit. La voiture est à moitié sur le bas-côté. Un phare éclaire le fossé et l'autre semble péter. Une portière est ouverte et là, elle le voit. Un homme, à genoux, près de la voiture, une main sur le ventre. Il a l'air vachement mal en point. Mia descend de son camion en claquant la portière. Elle s'approche prudemment. Son cœur bat un peu plus vite. « Monsieur, ça va pas ?» Elle voit qu'il essaye de maintenir un tissu sur son ventre. Il est couvert de sang. Son visage est crispé par la douleur. L'homme lève la tête vers Mia. Son regard est paniqué. Il respire difficilement. « Aidez-moi, s'il vous plaît. » Sa voix est faible, presque un murmure. Mia s'approche encore. Elle voit maintenant la blessure. Une tache de sang qui s'étend sur son t-shirt. On dirait une blessure par balle. « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» L'homme grimace. « J'ai été attaqué. Ils vont revenir. » Il serre les dents. Ça se voit clairement qu'il a mal. Il fait pas semblant. Mia comprend qu'il n'y a pas de temps à perdre. Faut vous mettre à l'abri. Vous arrivez à marcher ? L'homme hoche la tête avec difficulté. Mia l'aide à se relever. Il est lourd. Il chancelle. Elle l'entoure de son bras et le guide vers son camion. Je vais vous emmener à l'hôpital. Mais à ce moment précis, des phares apparaissent au loin. Sur la route d'où venait Mia. 2 voitures au moins, qui arrivent à toute vitesse. L'homme se raidit. Oh non, c'est eux, c'est sûr. Ils m'ont retrouvé. Sa panique est palpable. Mia regarde les phares qui se rapprochent à une vitesse folle. Elle comprend d'un coup que la situation est beaucoup plus grave qu'elle ne le pensait. Ce n'est pas un simple accident. Cet homme est en danger et elle vient de se retrouver au milieu de quelque chose de louche. Elle sent une montée d'adrénaline. Elle doit réagir vite. Elle jette un coup d'œil autour d'elle. Pas d'endroit où se cacher sur le bord de la route. Juste des champs et un petit bois un peu plus loin. Il faut aller dans les bois. Vite, allez! Elle l'aide à traverser le fossé et ils se mettent à courir vers les arbres. Les voitures arrivent à leur hauteur. Des pneus crissent sur l'asphalte. Mia entend des voix, des cris. Elle sent son cœur battre à tout rompre. Elle sait qu'ils sont poursuivis. Mia et l'homme courent à perdre haleine dans la nuit noire. Les arbres les giflent au passage, les branches les griffent. Le sol est inégal. Il trébuche, se rattrape. L'homme gémit de douleur à chaque pas. Sa blessure le handicape terriblement. Mia le soutient au mieux qu'elle peut, mais elle sent qu'il est à bout de force. Derrière eux, les voitures ont freiné brutalement. Ils entendent des portières claquer, des voix qui hurlent. « Ils sont là, ils vont bientôt nous avoir !» Mia jette un coup d'œil par-dessus son épaule. Elle aperçoit des silhouettes qui se déploient sur le bord de la route. Des hommes qui scrutent les alentours avec des lampes torches.
Elle distingue les reflets métalliques de ce qui peut ressembler à des armes. Là, y a pas de doute, ce sont des types dangereux. Ouais, c'est clair, on doit se cacher. Elle scrute les environs à la recherche d'un abri. Ils arrivent à un endroit où le terrain descend en pente douce. Il y a des buissons épais et des ronces. Là, on va se mettre là. Elle dit ça en tirant l'homme derrière elle. Il se faufile tant bien que mal à travers les branches épineuses, se cachant derrière les buissons. Mia retient son souffle. Elle entend les voix des poursuivants qui se rapprochent. Elle peut entendre l'un des mecs dire en criant « je crois qu'ils sont partis par là !» Elle peut voir les lampes torches qui balayent la forêt, la frôlant, et ils sont à 2 doigts d'être découverts. Mia sent son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. Elle a peur, une peur viscérale, mais elle essaye de rester calme pour l'homme qui est à ses côtés. L'homme respire bruyamment. Sa blessure le fait souffrir atrocement. Mia pose sa main sur sa bouche pour l'empêcher de gémir. Elle entend les pas des poursuivants tout près. Ils sont à quelques mètres seulement. Elle serre les dents, prête à déguerpir si jamais ils les découvrent. Les minutes qui suivent sont interminables. Les voix se rapprochent, s'éloignent, puis se rapprochent à nouveau. Mia retient son souffle, les muscles tendus, prête à réagir au moindre mouvement. Finalement, les voix s'éloignent définitivement. Les faisceaux des lampes torches disparaissent peu à peu dans la nuit. Mia attend encore quelques instants pour être sûre qu'ils sont partis. Puis elle relâche doucement l'homme. On dirait qu'ils sont partis. Mais pour combien de temps ? Mia, elle sait que ce n'est qu'un répit. Ils sont toujours en danger. Les deux commencent alors à sortir de leur cachette et l'homme est à bout de souffle. Il a du mal à avancer. Mia le regarde avec inquiétude. Son visage est pâle, ses lèvres sont bleues. La blessure saigne toujours. « Monsieur, je crois qu'on doit s'arrêter un moment. » Elle cherche un endroit plus sûr, un endroit où il pourrait se reposer un peu. Ils finissent par trouver une petite clairière à l'abri des regards. Mia aide l'homme à s'asseoir contre un tronc d'arbre. Il ferme les yeux, épuisé. Mia observe les alentours, attentive au moindre bruit. La forêt est silencieuse, un silence pesant, presque inquiétant. On entend juste le bruit du vent dans les branches et le crissement des feuilles mortes sous leurs pieds. On peut pas rester ici longtemps, ils vont finir par nous trouver. L'homme ouvre les yeux. J'y arrive plus, je peux plus. Sa voix est faible. Mia pose sa main sur son épaule. Je sais, mais on doit essayer. Elle regarde autour d'elle et ne voit pas de solution. Soudain, Mia entend un bruit. Un craquement de branches, pas loin. Elle se raidit. Son cœur se met à battre plus vite. Elle fait signe à l'homme de se taire. Elle écoute attentivement. D'autres craquements. Des pas qui se rapprochent. Ils sont là. Ils les cherchent. Mia sent une vague de panique l'envahir. Mais elle essaye de rester calme. Elle doit protéger cet homme. Elle se lève doucement et se place devant lui, prête à faire face à n'importe quoi. Elle scrute les alentours, essayant de localiser les poursuivants. Les bruits se rapprochent de plus en plus. Elle les entend parler. Leurs voix sont basses, menaçantes. Ils sont juste là. Oh. Mia met un doigt sur ses lèvres pour lui faire signe de se taire. Elle retient son souffle, les muscles tendus. Elle les entend marcher. Ils sont tout près. Elle pourrait presque les toucher. Elle voit les faisceaux de leurs lampes torches qui balayent les arbres autour d'eux. Mais comme par miracle, les poursuivants passent sans les voir. Ils continuent leur chemin, leur voix s'éloignant peu à peu. Mia expire doucement, soulagée. Ils ont failli les trouver. Elle regarde l'homme, il est pâle comme un linge, mais il respire maintenant plus calmement. Mia hoche la tête, elle sait qu'ils ne sont pas encore tirés d'affaire. Ils sont toujours piégés dans cette forêt, et les poursuivants ne sont pas loin. Mais pour l'instant, ils sont en sécurité. Pour l'instant. Sous la fatigue, Mia sombre petit à petit dans les bras de Morphée. Les premières lueurs de l'aube commencent à percer à travers les branches des arbres. La forêt s'éveille doucement. Les oiseaux commencent à chanter. Mia se réveille et regarde proche d'elle. Mia regarde l'homme. Il est toujours assis contre l'arbre, les yeux fermés. Elle s'approche de lui et malheureusement, elle peut facilement comprendre qu'il est mort de sa blessure pendant la nuit. Elle lâche un cri d'horreur. Elle s'en veut de l'avoir laissé seul alors que c'était les derniers moments de sa vie. Et il est là, mort tout seul, comme une vieille chaussette. Elle ne sait pas qui est cet homme, mais après avoir vécu cet événement avec lui, elle se sent connectée à lui. Elle ne sait pas quoi faire, mais rester avec lui ne ferait que la mettre en danger. Mais l'abandonner comme ça, c'est une décision difficile. Elle le regarde et s'en va. Elle marche et se retourne pour le regarder une dernière fois. Avec un espoir, Mia lance un petit. Je vais essayer de trouver de l'aide. Je reviendrai. Mia doit retourner à son camion. C'est sa seule chance de s'en sortir. Elle quitte la clairière et se met à marcher à travers la forêt. La lumière du jour rend la progression plus difficile, mais elle reste prudente, attentive au moindre bruit. Elle a toujours peur que les poursuivants soient dans les parages. Après une bonne demi-heure de marche, elle arrive enfin à l'orée du bois. Elle aperçoit son camion, garé sur le bord de la route.
Un soulagement la traverse. Elle se met à courir, impatiente de retrouver son véhicule et de s'éloigner de cet endroit. Mais en arrivant près du camion, elle s'arrête net. Tous ses pneus sont crevés. Quelqu'un les a tailladés. Un sentiment de désespoir l'envahit. Elle est piégée elle aussi. Elle inspecte les environs. Elle monte dans sa cabine et bien évidemment, son téléphone portable n'est plus là. Elle n'a pas d'autre choix que de marcher jusqu'à la ville la plus proche. Elle se met en route, le cœur lourd. La petite ville n'est pas si loin, quelques kilomètres à peine. Mais avec la fatigue et la peur, la route lui semble interminable. Mia se met en route. Le soleil se lève complètement maintenant, baignant la campagne d'une lueur matinale. Malgré la beauté du paysage, Mia n'y prête aucune attention. Elle est épuisée, à bout de nerfs, et la peur ne la quitte pas. Elle repense à l'homme qu'elle a laissé dans la forêt. Mia marche d'un pas décidé, essayant de ne pas penser à la fatigue qui la gagne. Elle croise quelques voitures, mais personne ne s'arrête. Elle se sent seule et vulnérable. Enfin, au loin, elle aperçoit les premières maisons de la petite ville. Un soulagement immense la traverse. Elle accélère le pas, impatiente d'arriver et de pouvoir enfin se mettre en sécurité. Elle entre dans la ville. C'est une petite ville tranquille avec quelques commerces et des maisons. Mia erre dans la ville en se repérant avec une carte qu'elle a trouvée sur un panneau. Mia se dirige directement vers le bâtiment qu'elle reconnaît entre tous, le commissariat. Elle pousse la porte et entre. L'accueil est assez simple, un grand bureau avec un policier derrière. Mia s'approche et explique d'une voix tremblante ce qui s'est passé. Elle raconte l'accident, l'homme blessé, les poursuivants, la fuite dans la forêt, l'abandon et les pneus crevés. Le policier l'écoute attentivement, sans l'interrompre. Il note tout sur un bloc-notes. Quand Mia a fini son récit, il lui pose quelques questions pour éclaircir certains points. Mia a répondu mieux qu'elle peut, essayant de se souvenir de chaque détail. Elle est encore sous le choc, mais elle se sent soulagée d'être enfin en sécurité et d'avoir pu raconter son histoire. Le policier lui dit qu'ils vont envoyer une patrouille sur les lieux pour vérifier ses dires et retrouver l'homme laissé pour mort. Il la remercie pour son témoignage et lui propose de rester au commissariat le temps que l'enquête avance. Mia accepte avec soulagement. Elle s'assoit dans une salle d'attente, épuisée mais enfin en sécurité. En écrivant cette histoire, elle repense à cette nuit incroyable, à cet homme qu'elle a croisé sur sa route et à cette course-poursuite terrifiante. Elle se dit qu'elle n'est clairement pas prête à oublier cette nuit. Mia nous épargne les détails là-bas et nous parle maintenant des séquelles qui ont été engendrées par cette histoire. Maintenant, malheureusement, elle est beaucoup moins enclin à aider les autres. Pourtant, avant, elle le faisait avec grand plaisir. Mais maintenant, elle a voulu aider quelqu'un et ça a failli se retourner contre elle. Et c'est comme ça que se termine ce premier thread. C'est pas la première fois qu'on a un thread de cet acabit, c'est-à-dire venir en aide à quelqu'un. Bon, au final, souvent non, c'est vrai qu'on n'a pas eu forcément ce format, parce qu'à chaque fois quand elle venait en aide à une personne, c'est cette personne-là en question qui lui faisait du mal derrière. Donc là non, c'est encore autre chose, c'est elle essaye de venir en aide à quelqu'un, et malheureusement, il est tellement dans le caca qu'elle peut rien faire et elle aussi, elle se retrouve dans le caca. Franchement, je sais pas comment elle doit se sentir. La meuf, elle a voulu aider un mec et au final, du coup, elle a côtoyé un cadavre après. Trop bien, super, j'ai dormi à côté d'un cadavre. Alors voilà, je vais sûrement biper ça au montage, mais ouais, clairement, pas cool. Prochain thread. Regardez-moi ça, qui est là. C'est la racaille. Ouais, venez sur Spotify. Sinon, je vous pète la gueule, je vous trouve, vous allez voir. Whitney pensait profiter de la solitude de chez ses parents. Mais à 13h17 du matin, le calme devient insupportable. Un appel d'un numéro inconnu la plonge dans l'angoisse. Je suis devant ta porte. Quand une photo d'elle prise en pleine soirée lui parvient, elle comprend que quelqu'un la surveille. Mais l'horreur ne fait que commencer. Mais comment s'est déroulée cette histoire ? Eh bien, c'est ce que je vous invite à découvrir maintenant. Et si une rencontre banale pouvait changer l'entièreté de votre vie ? Alors, généralement, ça arrive quand on rencontre l'amour fou, le coup de foudre au premier regard. Ça, c'est bien et c'est surtout dans le meilleur des cas. Moi, je vais plus vous parler du côté sombre d'un amour non partagé et les conséquences qui peuvent découler de ça. Je vous invite à plonger avec moi dans cette histoire sordide. Revenons plusieurs années en arrière et le soleil tape à travers les rideaux de la cuisine. Janet, une américaine, prépare le goûter de sa fille. Des rondelles de pommes et des petits raisins. Un moment tranquille avant que Lily rentre de l'école. Janet apprécie ces moments. Ça lui permet de souffler, d'oublier un peu son angoisse constante. Une angoisse qui vient d'une rencontre. Il y a quelques mois, une rencontre banale qui a mal tourné. Elle se souvient de ce jour dans un café. Un échange de regards, un sourire, 2 mots sur la pluie. Un type sympa, Jay. Rien de spécial, sauf que quelques jours plus tard, des fleurs arrivent chez elle. Des lys blancs.
ses préférés, avec une carte pour la plus belle des rencontres, signée Jay. Au début, Janet est contente, un geste sympa, mais après, c'est l'avalanche. Des chocolats, un livre, des appels sans personne au bout du fil. Là, elle commence à flipper. Ensuite, il a commencé à la suivre. Elle l'a vu plusieurs fois, à la sortie du boulot, devant chez elle, un regard insistant. Elle essaye de l'ignorer, mais elle a de plus en plus peur. Aujourd'hui, cette peur est encore pire. Lily, sa fille, sa priorité. L'idée que ce type l'approche la terrorise. Elle a déménagé il y a quelques mois pour échapper à Jay. Un nouveau départ dans une petite ville près de Chicago. Elle a changé de numéro, fait gaffe à son adresse. Elle pense l'avoir semé. Mais cette tranquillité est vachement fragile. La clé tourne dans la serrure, Lily arrive en courant dans la cuisine, son cartable rose qui glisse, ses joues sont rouges, ses yeux brillent. « Maman, regarde, j'ai fait un dessin !» Janet sourit et elle oublie ses angoisses. Pour Lily, elle doit être forte. Elle prend sa fille dans ses bras. « Oh, c'est trop beau mon cœur. Vas-y, raconte-moi un petit peu ta journée. » Pendant que Lily raconte son dessin et tout ce qu'elle a fait un petit peu, eh bien, le téléphone de Janet vibre. Un numéro inconnu. Un frisson la parcourt. Elle répond alors. « Allô ? Bonjour. Madame Janet Miller ? C'est une voix de femme au téléphone. Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil ? Ici, l'école maternelle de... Là, en entendant ça, le sang de Janet se glace. Elle sait déjà ce qu'elle va entendre. Janet est encore sous le choc. Elle serre Lily contre elle, comme si elle pouvait la protéger de tout. Mais au fond, elle sait que ce n'est pas le cas. Cet appel de l'école, c'est une claque. La directrice, Madame Peterson, a une voix grave et posée. Elle explique à Janet qu'un homme s'est présenté à l'école un peu plus tôt, demandant à récupérer Lily. Il a même donné son nom, Jay Miller. Madame Miller, je vous explique. Cet homme nous a dit qu'il était le père de Lily. Heureusement, nous avons des procédures strictes. Nous vérifions toujours l'identité des personnes qui viennent chercher les enfants. Janet sent ses mains trembler. Elle respire un grand coup pour essayer de se calmer. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Eh bien, comme il ne figurait pas sur la liste des personnes autorisées, nous avons refusé de lui confier Lily. Il a insisté un peu, mais il n'a pas été violent. Il est finalement parti quand nous lui avons dit que nous allions vous contacter. Vous avez bien fait, Madame Peterson. Merci. Après ça, Janet essaye de garder son calme, mais elle sent la panique monter en elle. Après avoir raccroché, Janet reste assise sur le canapé, Lily toujours dans ses bras. Elle repense à Jay, à ses nombreux regards insistants, à ses cadeaux bizarres. Elle se demande comment il a pu savoir où Lily allait à l'école. Elle avait pourtant fait attention à ne laisser aucune trace. Elle ne veut pas que tout ceci se reproduise à nouveau. « Maman, est-ce que ça va ?» C'est ce que demande Lily, sa petite voix pleine d'inquiétude. Janet lui fait un sourire forcé. « Ouais, mon cœur, tout va bien, ne t'inquiète pas. » Mais au fond d'elle, elle sait que rien ne va. Cet incident à l'école, c'est une preuve que Jay ne va pas la lâcher. Il est prêt à tout pour s'approcher de Lily. Et ça, c'est hors de question. Janet prend son téléphone et compose le numéro de la police. Cette fois, elle ne va pas laisser les choses traîner. Elle va porter plainte. Même si elle n'a pas de preuves concrètes, elle doit faire quelque chose. Elle doit protéger sa fille. Après l'appel de l'école, Janet est sur les nerfs. Elle a déposé une plainte à la police. Mais les flics lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour l'instant. Pas de menaces directes, pas de preuves concrètes, juste un type bizarre qui essaye de récupérer sa fille à l'école. Pour eux, c'est pas suffisant pour intervenir. Janet est furax, elle se sent seule face à ce problème. Elle sait que Jay ne va pas s'arrêter là. L'incident à l'école, c'était juste un avertissement, un avant-goût de ce qu'il est capable de faire. Les jours suivants sont une torture. Janet est constamment sur le qui-vive. Elle regarde par la fenêtre toutes les 2 minutes, vérifie que les portes sont bien verrouillées, sursaute au moindre bruit. Elle a l'impression d'être épiée en permanence. Puis les choses recommencent. Des petits trucs au début, des fleurs déposées devant sa porte, encore une fois des lys blancs. Puis des appels silencieux, son téléphone qui sonne dans le vide. Et puis un soir, elle écoute ses messages sur son répondeur. La voix de Jay, douce et mielleuse, qui résonne dans le silence de sa maison. « Janet, ma chérie, tu me manques tellement. Lily également. Je sais qu'elle demande après son papa. Tu sais, elle a besoin de moi. On a besoin de toi. Pourquoi tu nous fais ça ?» Janet frissonne en entendant ce message. Elle l'efface en tremblant. Elle en a la nausée. Elle comprend que Jay est complètement obsédé. Il vit dans son propre monde où il forme une famille, un monde complètement dingue. Le lendemain, en rentrant du travail, Janet trouve un cadeau sur le paillasson. Un petit paquet emballé dans du papier cadeau rose. Elle hésite à l'ouvrir, elle a peur de ce qu'il pourrait contenir. Et finalement, elle se décide.
Elle déchire le papier et découvre une poupée ancienne avec des yeux de porcelaine et une robe de dentelle. Une poupée qui ressemble étrangement à Lily. Janet lâche le paquet comme une patate chaude. Elle a le souffle coupé. C'est trop, c'est vraiment trop. Jay est en train de la harceler, de la terroriser et il implique sa fille. Elle prend Lily dans ses bras et la serre fort. Elle doit faire quelque chose. Elle ne peut pas laisser Jay s'approcher d'elle. Elle doit les protéger, coûte que coûte. Janet se rend une nouvelle fois au commissariat. Elle raconte toute l'histoire à un agent. Un type blasé qui a l'air de s'en foutre un peu, en vrai. Elle lui parle des fleurs, des appels, du message sur le répondeur, de la poupée. Elle insiste sur l'incident à l'école et surtout, elle lui parle de ce qui s'est passé dans l'autre ville. Ceci s'est déjà produit. L'agent prend des notes, mais on sent bien qu'il n'est pas convaincu. Il lui explique que, sans menace directe, il lui dira pareil que ses collègues, c'est compliqué d'agir. Ouais, madame, on peut pas arrêter quelqu'un juste parce qu'il vous envoie des fleurs, hein. Janet, elle est à bout, elle a l'impression de parler dans le vide. Mais il a essayé de récupérer ma fille à l'école quand même. C'est pas une menace ça pour vous? L'agent, il hausse les épaules. Ah madame, vous savez, on comprend votre inquiétude. Mais bon, tant qu'il fait rien de plus que ça, on va quand même pas ouvrir une enquête, hein. On va le convoquer pour un interrogatoire. Mais moi, je peux rien vous promettre. Janet, elle sort du commissariat, le cœur lourd. Elle se sent impuissante. Même la police ne fait rien. Elle est seule face à Jay. Elle a l'impression d'être dans un film d'horreur. Sauf que c'est sa vraie vie en fait. De retour chez elle, elle essaye de ne pas paniquer devant Lily. Elle lui prépare son dîner préféré, des macaronis au fromage. Mais elle, de son côté, n'a pas faim. Elle n'arrive pas à avaler une bouchée. Elle passe la soirée à vérifier les serrures, à regarder par la fenêtre. Elle a l'impression que Jay est là, quelque part, qu'il l'observe. Elle a peur de fermer les yeux, peur de ce qui pourrait arriver pendant la nuit. Cette nuit-là, Jay dort très mal. Elle fait des cauchemars où Jay enlève Lily. Elle se réveille en sursaut, en sueur, le cœur battant à tout rompre. Elle se lève et va dans la chambre de Lily. Elle la regarde dormir paisiblement et elle se promet de la protéger, coûte que coûte, même si elle doit affronter Jay seule. Après sa visite au commissariat, Janet est encore plus parano. Elle a installé une caméra de surveillance à sa porte d'entrée et une autre qui filme le jardin. Elle a aussi renforcé les serrures de ses fenêtres. Elle a l'impression de vivre dans une véritable forteresse. Chaque fois qu'elle sort avec Lily, elle regarde autour d'elle, cherchant le moindre signe de Jay. Elle a l'impression qu'il est là, tapis dans l'ombre, qu'il les observe. Elle ne laisse plus Lily jouer seule dans le jardin et elle l'accompagne même aux toilettes quand elles sont dans un lieu public. Cette surveillance constante est épuisante. Janet ne dort plus beaucoup, elle mange à peine et elle est constamment sur les nerfs. Elle a des cernes sous les yeux et elle a perdu du poids. Elle se sent à bout de force. Un après-midi, alors qu'elle rentre des courses avec Lily, elle remarque une voiture garée de l'autre côté de la rue. Une voiture noire avec les vitres teintées. Elle a un mauvais pressentiment. Elle accélère le pas et rentre précipitamment chez elle. Elle regarde par la fenêtre et voit que la voiture est toujours là. Elle note la plaque d'immatriculation et appelle la police. Elle leur explique qu'elle pense être suivie. Quelques minutes plus tard, une voiture de police arrive. Les agents interrogent Janet et vérifient la plaque d'immatriculation. Ils lui disent que la voiture appartient à une société de location et qu'il est impossible de savoir qui la conduit actuellement. Janet est désespérée, même la police ne peut rien faire. Elle se sent encore piégée. Personne ne veut l'aider. Elle sait pourtant que c'est Jay qui est derrière tout ça. Il la surveille, il la traque. Il joue avec elle comme un chat avec une souris. Ce soir-là, Janet a du mal à endormir Lily. Sa fille sent son angoisse et elle est également inquiète. Janet lui raconte une histoire et la serre fort dans ses bras jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Quand elle retourne dans son salon, elle voit une ombre bouger dans le jardin. Son cœur se met à battre à toute vitesse. Elle attrape un couteau de cuisine et s'approche de la fenêtre. Elle voit une silhouette masculine qui se tient près des buissons. Elle le sait, c'est sûrement Jay. Janet, le couteau serré dans sa main, fixe la silhouette dans le jardin. Son cœur bat à tout rompre. Elle sait qu'elle doit rester forte, pour Lily du moins. Mais la peur la tenaille. Elle sort son téléphone en tremblant et compose le 911. Police, au secours, s'il vous plaît. Il est là, il est dans mon jardin. Il va me tuer, dépêchez-vous, je vais mourir. Elle entend la voix calme de l'opérateur qui essaye d'obtenir plus d'informations. Mais Janet est paniquée. Il est armé, je l'ai vu, avec un couteau. Envoyez quelqu'un tout de suite, je vais recommencer, s'il vous plaît. Elle raccroche, le souffle court, sachant qu'elle a peut-être un peu exagéré. Mais elle n'en démord pas, elle a besoin d'aide et tout de suite.
Elle ouvre doucement la porte d'entrée et sort dans le jardin. Jay se retourne, il a un sourire étrange sur le visage, un sourire qui glace le sang. « Janet, je savais que tu viendrais. » Sa voix est douce, presque affectueuse. Janet serre les dents. « Qu'est-ce que tu veux, Jay ? Mais je veux juste qu'on soit ensemble, toi, moi et Lily. Tu sais, on est une véritable famille. » « Mais non, Jay, t'es malade. Tu dois partir. » Janet essaye de garder sa voix ferme, mais elle tremble intérieurement. Jay s'approche d'elle. « Mais arrête, je veux pas te faire de mal, Janet. Je veux juste être heureux avec vous. » Janet recule, elle lève le couteau. « Reste loin de moi !» Jay s'arrête, son sourire disparaît. Son regard devient dur, menaçant. « Mais tu ne comprends pas, Janet. On est fait pour être ensemble. C'est le destin. » Il fait un pas de plus vers elle. Janet panique, elle ne sait plus quoi faire. Elle a peur, une peur terrible. Soudain, elle entend une petite voix derrière elle. « Maman ?» C'est Lily. Elle est debout sur le seuil de la porte, les yeux grands ouverts. Janet oublie tout, sa peur, sa colère. Elle ne pense qu'à sa fille, elle doit la protéger. Elle se tourne vers Lily et lui dit d'une voix douce « Rentre à la maison, mon cœur, tout va bien. » Mais Jay réagit immédiatement. Il se jette sur Janet et lui arrache le couteau des mains. Il la plaque contre le mur de la maison. Janet essaye de crier. Lily hurle et se met à pleurer. À cet instant précis, les sirènes de police retentissent au loin. Jay lève la tête, paniqué. Il lâche Janet et s'enfuit en courant. Janet tombe à genoux, à bout de souffle. Elle voit Lily courir vers elle et la prendre dans ses bras. Elles pleurent ensemble, serrées l'une contre l'autre. La police arrive quelques instants plus tard. Ils interrogent Janet et partent à la recherche de Jay. L'agitation est à son comble après le départ de Jay. Les policiers sont partout interrogeant Janet, prenant des photos, relevant des empreintes. Lily est encore sous le choc, serrée contre sa mère. Une voisine, Madame Ford, s'est proposée pour la garder le temps que Janet réponde aux questions des policiers. Janet raconte tout aux inspecteurs en insistant sur le harcèlement constant de Jay. Les fleurs, les appels, la poupée et bien sûr maintenant cette agression. Les policiers semblent prendre son témoignage au sérieux cette fois. Après une bonne heure, les policiers quittent la maison, promettant de faire tout leur possible pour retrouver Jay. Janet se sent épuisée, mais un peu soulagée. L'intervention de la police a mis un terme à la confrontation. Mais elle sait que l'histoire n'est pas finie. Jay est en fuite et elle a peur qu'il revienne. Elle récupère Lily chez Madame Ford et rentre chez elle. L'atmosphère est pesante. Elle essaye de rassurer Lily, de lui dire que tout va bien. Mais elle sent que sa fille est encore traumatisée. Les jours suivants sont une période d'attente angoissante. Janet vit dans la peur constante que Jay réapparaisse. Elle a du mal à dormir, sursaute au moindre bruit. La police patrouille régulièrement dans le quartier, ce qui la rassure un peu. Mais elle ne se sent en sécurité vraiment nulle part. Elle prend une décision radicale. Elle va de nouveau déménager. Grâce à l'aide de sa famille et de quelques amis, elle trouve rapidement une nouvelle maison, plus sécurisée, dans un quartier plus calme. Le déménagement est rapide et éprouvant, mais Janet se sent soulagée de quitter les lieux de cet énième traumatisme. Ce nouvel environnement apporte un certain apaisement à Lily, également. Elle semble moins anxieuse et recommence à jouer plus sereinement. Janet, quant à elle, essaye de se reconstruire dans ce nouveau foyer, même si les souvenirs la hantent encore. Les inspecteurs la tiennent informée de l'avancée de l'enquête. Ils ont retrouvé la voiture de location utilisée par Jay, mais lui, de son côté, est introuvable. Ils ont lancé un avis de recherche et le traquent activement. Un soir, alors que Janet met Lily au lit, le téléphone sonne. Janet, j'ai vraiment besoin de vous voir. Pourquoi tu me fuis comme ça? Rappelle-toi des bons souvenirs qu'on a passés ensemble. Pourquoi tu veux me retirer ma fille comme ça? Tu sais que je t'aime. Alors reviens s'il te plaît. Janet raccroche, elle est terrifiée. Elle serre Lily contre elle, les larmes aux yeux. Elle sait que Jay ne va pas s'arrêter là, il continue. Cette nuit-là, Janet ne dort pas. Elle est aux aguets, le cœur battant la chamade au moindre bruit. Elle a l'impression d'être traquée, observée. Au milieu de la nuit, un bruit la réveille en sursaut. Un grattement à la fenêtre de sa chambre. Elle se lève doucement, le cœur battant à te rompre et s'approche de la fenêtre. Elle entrevoit une silhouette dans le jardin. Elle en est sûre, c'est encore lui. C'est Jay. La panique l'envahit. Elle se précipite dans la chambre de Lily, la prend dans ses bras. Elle verrouille la porte de la chambre et barricade la porte d'entrée avec un meuble. Elle cherche frénétiquement son téléphone, mais il est resté dans sa chambre à elle. Soudain, elle entend les coups à la porte d'entrée. Au début, plutôt calme, mais il s'intensifie très rapidement, jusqu'au moment où elle se dit que la porte va sûrement péter, ce qui est malheureusement le cas. En entendant ça, Janet demande à sa fille de se cacher dans l'armoire.
Elle en est sûre, il va arriver jusqu'à elle. Elle ne veut pas qu'il mette la main sur Lily. Elle fera tout pour la protéger. Elle entend les escaliers grincer. Il regarde dans la première chambre, la sienne. Et forcément, elle n'est pas dedans. Elle l'entend aller dans la salle de bain, les toilettes et se rendre, maintenant, devant la porte de la chambre de Lily. Il frappe une première fois et dit alors à voix haute : « Les filles, vous êtes là ? Papa est là !» Forcément, Janet ne répond pas. Alors, il se met à défoncer la porte. Les coups sont rapides et puissants et malheureusement, la porte ne tient pas longtemps. Le meuble derrière la porte offre une petite résistance, mais ce n'est rien. Il est déterminé. Il se débloque un passage et entre dans la pièce. Ah, ma Janet. Où est Lily, ma fille ? Janet est pétrifiée. Elle recule jusqu'au mur. La peur la paralyse. Mais elle sait qu'elle doit protéger sa fille. « Laisse-nous tranquille, Jay !» Jay s'approche, menaçant. Il est hors de lui. « Arrête de jouer à ça. Ça y est, c'est bon. J'en ai marre. C'est également ma fille et je veux la voir. » Janet voit une lueur de folie dans ses yeux. Elle sait qu'il est capable de tout. Dans un geste désespéré, elle attrape le premier objet qui lui tombe sous la main, la lampe de chevet qui était posée sur la table à chevet. Jay continue d'avancer et Janet, prise de panique, le frappe avec la lampe de chevet. Jay recule, un peu sonné, surpris, mais sa rage ne faiblit pas. Il se jette sur elle. Dans la lutte qui s'ensuit, Janet parvient à se dégager et court vers sa chambre. Elle prend une feu en dessous de son oreiller. Un héritage de son père qu'elle avait appris à utiliser étant plus jeune. Elle retourne dans la chambre de Lily et voit Jay posté au milieu de la chambre, comme ça, avec un sourire morbide. Terrifiée et à bout de force, elle ferme les yeux et appuie sur la détente. Un coup de feu retentit et Jay s'effondre au sol. Janet ouvre les yeux, horrifiée par ce qu'elle vient de faire. Lily sort de sa cachette. Elle regarde Jay, immobile sur le sol. Janet respire difficilement, le cœur battant à tout rompre. Lily, terrifiée, se jette dans ses bras. Janet, tremblante, retourne dans sa chambre et prend son téléphone. Elle compose le 911. « S'il vous plaît, j'ai tiré sur quelqu'un. Il s'est introduit chez moi, j'avais pas de choix. » Après ce qui lui paraît une éternité, les sirènes de police retentissent dans la nuit. L'opérateur au bout du fil lui dit qu'heureusement, une patrouille était dans le coin. En quelques minutes, 2 voitures de police arrivent devant sa maison. 2 agents déboulent dans les escaliers et se présentent à elle. L'un des policiers lui parle et le second se rend dans la chambre de Lily. Celui qui a découvert la scène horrible va prendre son talkie-walkie et va demander du renfort urgemment. Le policier devant elle va alors lui dire « Madame, restez calme, nous allons sécuriser les lieux. » Des ambulanciers arrivent peu de temps après et prennent en charge Jay. Son état est plutôt critique mais il est encore en vie. Janet et Lily sont conduites dans une voiture de police. Janet est interrogée sur place puis emmenée au commissariat pour une déposition plus formelle. Lily est confiée aux soins d'une assistante sociale, le temps que Janet règle les formalités. Au commissariat, Janet raconte toute l'histoire, depuis sa rencontre avec Jay jusqu'à l'intrusion et le coup de feu. Elle explique son harcèlement constant dans plusieurs villes, 3 villes différentes. Elle leur explique que c'est toujours le même schéma. Jay se croit en couple avec elle et qu'il est le père de Lily. Elle insiste bien évidemment sur le fait qu'elle a agi en état de légitime défense, qu'elle n'avait pas d'autre choix pour protéger sa fille. Les policiers prennent sa déposition et lui disent qu'actuellement des prélèvements sont faits dans sa maison. Ils ont récupéré l'arme, la douille, les traces de lutte. Ils interrogent également les voisins, même si Janet leur dit que ça ne sert à rien. Elle n'est là que depuis très peu. Après plusieurs heures d'interrogatoire, Janet est autorisée à rentrer chez elle. Elle retrouve Lily, soulagée mais encore profondément marquée par ces événements. Après quelques temps, Janet a été contactée par un inspecteur de police qu'elle ne connaît pas. Il se présente et lui dit qu'il est maintenant en charge de l'affaire. Jay a été diagnostiqué par plusieurs psychiatres. Il souffre, selon les experts, d'un syndrome de Clérambault, peut-être un petit peu plus connu sous le nom de éréthomanie. Et Janet ne donne pas plus de détails dans le thread, alors moi je vais vous les donner un petit peu. Bon, et là je sais, ça va faire un petit peu technique, je vous lis ce qui est écrit sur un site, moi je suis pas docteur, donc forcément je peux pas vous donner plus d'infos. L'éréthomanie, c'est un trouble délirant dans lequel une personne est convaincue qu'une autre est secrètement amoureuse d'elle, alors que c'est absolument pas le cas. Croyance délirante qu'une femme ou un homme lui envoie des signes d'amour cachés. Interprétation erronée de gestes anodins, par exemple un sourire, un regard, une politesse basique, une persistance du délire même face aux preuves contraires. Et une obsession et des comportements inappropriés, du stalking, des messages incessants
et voire même pire. Apparemment, la fois où ils se sont rencontrés, où elle a parlé un petit peu avec lui de la pluie et du beau temps, eh bien pour lui, ça a déclenché quelque chose et c'est de là qu'il s'est cru en couple avec elle et carrément père de Lily. Autant vous dire que Janet ne connaissait pas ce syndrome, et ben elle veut pas retomber sur quelqu'un qui souffre de ce syndrome. Voilà. C'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Moi j'avoue que j'avais déjà entendu parler un petit peu du truc. Après de ça à savoir si ça s'appelait de l'érétomanie, je savais pas. Et je savais pas que c'était autant développé. Je pensais que le mec pensait qu'il était en couple, mais tu sais, il voulait être en couple. Plutôt qu'il voulait, mais pas qu'il se pensait littéralement dans sa tête en couple avec la personne. C'est délirant. Voilà, j'espère que vous avez kiffé ce thread et on va passer au second. Jay lève la tête, paniqué. Il lèche... Non, il lèche pas Janet, non. Madame, restez calme, nous allons sécuriser les yeux. Les yeux, n'importe quoi. Whitney est assise dans le salon de la maison de ses parents, les yeux rivés sur l'écran de son ordi. La pièce est plongée dans le silence, à part le léger bourdonnement du frigo dans la cuisine. Ses parents sont partis pour la semaine et elle a toute la maison pour elle. Au début, elle kiffait l'idée d'être seule. Mais là, à 3h17 du mat, elle commence à regretter. Elle jette un coup d'œil à l'heure en bas à droite de l'écran. Ah ouais, déjà ? Elle est crevée, mais elle peut pas se permettre de lâcher maintenant. Ce dossier pour la fac, il faut qu'elle le termine et elle traîne depuis des jours. Elle remet tout au lendemain. Sauf que là, son téléphone vibre sur la table basse. Elle sursaute, parce que franchement, à cette heure-ci, qui peut bien l'appeler ? Elle regarde l'écran, numéro inconnu. Elle hésite 2 secondes, mais bon, elle décroche quand même. Allô, c'est qui ? Et là, il y a une voix de l'autre côté. Une voix grave, monotone, comme si le mec était en train de lire un script. Je suis devant ta porte. Whitney reste là, le téléphone collé à l'oreille, un peu coconne. Elle regarde vers la porte d'entrée, mais bon, elle voit rien. Hein. Elle est dans le salon, la porte est fermée et il n'y a personne sur le perron. Elle le sait parce qu'elle a vérifié avant de s'installer. T'es sûr que t'as le bon numéro ? Mais la voix insiste. Non, pas cette porte, celle de ta chambre. Là, Whitney, elle sent son cœur qui fait un bond dans sa poitrine. Sa chambre est à l'étage et la porte est fermée normalement. Elle tourne la tête lentement, comme si elle avait peur de faire du bruit, et elle fixe l'escalier qui mène à l'étage. Bon, y a rien, que du noir. Et puis, son téléphone vibre à nouveau. Cette fois, c'est un message, du même numéro. Elle ouvre la notification, et là, elle voit une photo. Une photo d'elle, là, maintenant, assise dans le salon, le téléphone à la main. Whitney, elle a la gorge serrée. Elle regarde autour d'elle, mais il n'y a personne. Comment c'est possible ? Elle est seule, elle le sait. Enfin, elle le croyait. La voix revient au téléphone, mais cette fois, elle est différente, plus proche, comme si le mec était juste à côté d'elle. Tu ne me crois pas ? Regarde derrière toi. Whitney, elle veut pas, elle veut juste raccrocher, éteindre la lumière et se cacher sous la couette. Mais elle peut pas, c'est comme si son corps la trahissait. Elle tourne la tête tout doucement. Et là, elle voit rien en fait. Enfin, presque rien. Il y a juste l'ombre de l'escalier, là-bas dans le couloir. Mais quelque chose cloche. Elle décide alors de se lever. Elle va dans l'escalier. Mais quelque chose cloche. Elle arrive à voir un petit peu de la porte de sa chambre. Ce qui n'est pas normal puisqu'elle est censée être fermée. Là, elle semble être entrouverte. Juste un tout petit peu, mais suffisamment pour laisser passer un filet de lumière. Sauf que Whitney, elle est sûre à 100% qu'elle l'a fermée avant de descendre. Elle fait toujours ça, c'est une manie. Alors là, elle se dit que peut-être son imagination lui joue des tours. Ou alors, c'est la fatigue. Elle a passé la soirée et son début de nuit sur ce dossier après tout. Mais bon, elle peut pas s'empêcher de marcher vers l'escalier. Elle avance lentement, comme si elle avait peur de réveiller quelque chose ou quelqu'un. Son téléphone est toujours collé à son oreille, mais il n'y a plus de voix, juste un silence pesant. Quand elle arrive devant l'escalier, elle tend la main pour allumer la lumière. Elle appuie sur l'interrupteur, mais rien ne se passe. Elle appuie encore, plus fort cette fois, mais toujours rien. Elle regarde de plus près et remarque quelque chose d'étrange. Il y a du scotch sur l'interrupteur, comme si quelqu'un l'avait bloqué pour l'empêcher de fonctionner. Whitney, elle a un mauvais pressentiment. Elle arrache le scotch et appuie à nouveau. Cette fois, la lumière s'allume, mais elle clignote bizarrement, comme si elle allait lâcher. Elle jette un coup d'œil en haut de l'escalier, mais tout semble normal. Enfin, presque. Elle monte les marches, une à une, le cœur battant à tout rompre. À chaque pas, l'escalier grince et elle a l'impression que quelqu'un l'observe. Elle arrive enfin devant la porte de sa chambre, entrouverte. Elle tend la main pour la pousser, mais au moment où elle touche la poignée,
elle entend un bruit derrière elle. Whitney se retourne d'un coup, mais il n'y a personne. Juste le couloir vide, éclairé par la lumière qui clignote toujours. Elle respire un peu mieux et se dit qu'elle a dû halluciner. Elle pousse la porte de sa chambre et allume la lumière. Et là, elle voit quelque chose qui la glace jusqu'aux os. Whitney, elle reste plantée là, devant sa chambre, les yeux écarquillés. Parce que là, sur son lit, il y a quelque chose qui devrait pas être là. Une petite boîte en carton, avec un ruban rouge autour. Elle avance lentement, comme si elle marchait sur des œufs, et elle s'approche du lit. Elle tend la main pour ouvrir la boîte, mais au moment où elle touche le ruban, elle entend un bruit derrière elle. Un bruit de pas, lent et lourd, qui monte l'escalier. Whitney, elle se retourne d'un coup, le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Elle regarde vers la porte, mais il n'y a personne, juste le couloir, toujours éclairé par cette lumière qui clignote. Elle essaye de se convaincre que c'est son imagination, mais elle sait que non, quelqu'un est là. Et puis, la voix revient. Cette fois, elle vient directement de son armoire. « Ah, alors, t'as ouvert ma boîte ?» Whitney, elle sursaute et se retourne encore une fois. Mais il n'y a personne, juste la boîte posée là sur son lit. Elle regarde vers son armoire et se demande si le pire n'est pas à venir. Elle respire un bon coup et décide d'ouvrir la boîte. Elle dénoue le ruban, soulève le couvercle et là, elle voit quelque chose qui la fait reculer d'un pas. Dedans, il y a des photos, des dizaines de photos d'elle. Whitney en train de marcher dans la rue, Whitney en train de boire un café à la fac, Whitney en train de rentrer chez elle. Et puis, tout en bas, une photo d'elle, endormie dans son lit. Whitney, elle a la gorge serrée, elle comprend maintenant. C'est pas une blague, c'est pas son imagination. Quelqu'un l'a espionnée. Depuis combien de temps? Elle sait pas, mais elle sait que ça fait longtemps. Et puis elle entend un rire bas, étouffé, qui vient de l'armoire. Elle se retourne encore une fois. Et là, elle le voit. Une silhouette qui ouvre l'armoire tout doucement. Un mec avec une capuche sur la tête et un sourire malsain aux lèvres. « Salut Whitney, tu as aimé mes cadeaux ?» Whitney, elle veut crier, mais aucun son ne sort de sa bouche. Elle veut courir, mais ses jambes refusent de bouger. Elle est coincée, comme un animal traqué. Le mec avance lentement, enlevant sa capuche. Et là, Whitney, elle le reconnaît. C'est Lucas, un gars de sa classe. Celui qui lui sourit tout le temps, qui lui propose de l'aide pour les cours, qui lui offre des cafés. Celui qu'elle pensait juste un peu timide. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Lucas sourit encore plus, comme si c'était une question bête. Mais parce que tu es parfaite, Whitney, et je veux que tu sois à moi, rien qu'à moi. Il avance encore, et Whitney, elle, recule jusqu'à ce que ses jambes touchent le lit. Elle tombe assise, les mains qui tremblent, les yeux pleins de larmes. « S'il te plaît, laisse-moi partir, je t'en supplie. » Et Lucas, il sourit toujours. « Pourquoi je ferais ça? On est si bien ensemble. » Et là, il tend la main pour toucher son visage. Whitney, elle, ferme les yeux, prête à ce qui va arriver. Mais au moment où la main de Lucas touche sa joue, elle entend un bruit fort, comme une porte qui claque en bas. Lucas se fige, l'air paniqué. « Putain, c'est qui ?» Whitney, elle, profite de l'instant pour se lever et reculer vers le coin de la pièce. Elle entend des pas dans l'escalier, rapides et lourds, et puis une voix qu'elle reconnaît tout de suite. « Hé, Whitney, t'es là ?» C'est son frère, John. Lucas, il a l'air complètement paniqué. Il regarde autour de lui, comme s'il cherchait une issue. Mais il n'y en a pas. La porte de la chambre s'ouvre d'un coup. John fait son apparition dans l'entrebâillement de la porte. Et John entre, une bouteille de vodka à la main. « Eh Whit, je suis passé prendre des bouteilles chez mon pote. Et il s'arrête net en voyant Lucas, debout au milieu de la chambre. « Eh, c'est qui ce mec ?» Whitney, elle essaye de parler, mais les mots sortent pas. Lucas, il essaye de faire genre que tout va bien. « Ouais, salut, je suis un pote de Whitney et on révisait ensemble. » John, il est pas con, hein, il voit les photos éparpillées sur le lit, les carnets et surtout l'air terrifié de sa sœur. « Ouais, réviser mon cul !» Whitney, ça va ? Elle hoche la tête, mais elle arrive toujours pas à parler. John, il comprend tout de suite. Il avance vers Lucas, les poings serrés. « Oh, toi, tu vas dégager de chez moi, et vite !» Lucas, il essaie de reculer, mais il trébuche sur le tapis et tombe par terre. John en profite pour le plaquer au sol, lui tord le bras dans le dos et le force à rester immobile. « Whitney, je sais pas ce qui s'est passé, mais appelle les flics. » Whitney, elle attrape son téléphone et compose le 911. Sa main tremble lentement, elle a du mal à taper les chiffres, mais elle y arrive. John est resté sur Lucas comme ça pendant au moins 15 minutes et Whitney lui a raconté tout ce qui s'est passé cette soirée. Quand les flics arrivent, Lucas est toujours par terre, maintenu par John. Les policiers le menottent et l'emmènent dehors. Mais avant de partir, il fouille ses poches et trouve son téléphone. « Messieurs, dames, on va vérifier tout ça. »
Whitney, elle est encore sous le choc, mais elle suit les policiers jusqu'au commissariat pour faire sa déposition. Pendant qu'elle attend, elle entend les flics discuter entre eux. On a trouvé des centaines de photos d'elle dans son téléphone. Il y a des vidéos aussi. Ce mec, il la suivait depuis des mois. C'est un vrai taré. Whitney, elle comprend enfin. Lucas, c'était pas juste un gars timide, c'était un obsédé et il l'a espionné et traqué pendant tout ce temps. John, quant à lui, il reste à ses côtés pendant toute la déposition. T'inquiète Whitney, il te fera plus jamais peur. Whitney, elle essaye de sourire, mais elle sait que ça va prendre du temps pour qu'elle se sente en sécurité à nouveau. Puisque même là, 6 mois après les événements, elle se sent toujours pas en sécurité. Elle ne peut pas rester seule à la maison. Et c'est comme ça que se termine ce thread. Vraiment, petit stalking, un petit obsédé, le mec. En fait, en plus, on sait pas. Ça se trouve, imaginons, le gars, il leur a dit, à la fac, il lui dit, tu veux sortir avec moi? Imaginons, elle dit oui. Mec, t'avais même pas besoin de faire tout ça, t'es complètement con. Je veux dire, ça se trouve, elle t'aimait plutôt normal, tu vois, il se disait c'est un mec timide. Enfin, là, dans le thread, elle dit pas, oui, je l'aime pas, etc. Tu vois, donc ça se trouve, en fait, il pouvait matcher avec elle. Juste, arrête d'être bizarre. Juste, sois comme les gens normaux, tu lui dis que tu l'aimes bien, tu veux peut-être un petit cadeau ou deux, nanani, nanana, enfin, vous apprenez à faire plus connaissance, quoi. Je sais pas, bizarre, je sais pas comment les gens, ils ont des Sophie, à l'époque de cette histoire, a 25 ans et a l'habitude de faire des spectacles de rue quand elle est à court d'argent. Elle a récemment perdu pas mal de poids et doit économiser pour une opération d'ablation de la peau. Acheter de nouveaux vêtements et voir un chiropracteur parce que sa démarche a changé et ça lui fait mal au dos. D'ailleurs, elle nous dira que perdre du poids, au final, ça coûte cher et que personne ne nous prévient de ça. Un vendredi soir, elle est dans une ville universitaire près de l'université d'État, avec plein de bars et de restos autour. Comme ses vêtements pendouillent sur elle à cause de sa perte de poids, elle porte un foulard décoratif noué en robe. Un peu révélateur, mais ça fait plus propre que le reste de ses fringues. Parce que dans la rue, si t'as l'air trop négligé, les gens te prennent pour une SDF et se comportent super mal avec toi. Bref, ça a son importance dans l'histoire. Vers 20h30, Sophie est assise sur une chaise de camping devant 2 bars, en train d'accorder sa guitare. Un SUV beige s'arrête et se gare juste devant elle. Le type qui conduit sort de la bagnole et vient lui parler. « tu veux manger quelque chose ? Non, c'est bon. Merci quand même. Ok, d'accord. » Il remonte dans sa voiture, mais au lieu de partir, il reste là, à la regarder. Sophie trouve ça un peu chelou, mais elle est concentrée sur son échauffement et elle veut rester jusqu'à minuit, environ, pour maximiser son temps. C'est le moment de la fin des diners et du début des sorties au bar. Donc, elle se concentre sur sa musique sans trop s'inquiéter au début. Après un moment, elle se rend compte que le SUV beige est toujours là et que le type est toujours assis, à la fixer. Elle est presque sûre qu'il n'a même pas payé le parc-mètre. Vers 21h30, le gars ressort de la voiture. T'as faim ? Non, c'est bon, j'ai mangé avant de venir. Allez, je vais te donner quelque chose, mais j'ai pas d'argent sur moi. Laisse-moi t'offrir un dîner. Ça arrive parfois les gens qui n'ont pas d'argent mais veulent juste montrer qu'ils apprécient ce que tu fais, t'offrent un petit snack ou un truc à manger. Donc Sophie ne trouve pas ça trop bizarre à ce moment-là. Ok, si tu veux m'apporter un encas, pourquoi pas ? Ouais ok, mais viens avec moi plutôt. Sophie, en entendant ça, elle est méfiante. Non, je quitte pas ma place ici. Mais t'es sûr, il y a un resto super sympa où je veux t'emmener. Mais c'est trop loin pour y aller à pied, faut qu'on prenne la voiture. Non, désolé, je suis vraiment pas intéressé, je dois rester ici pour gagner de l'argent ce soir. Ah, je pensais que t'avais faim. Allez, je t'invite à dîner. Sophie, de plus en plus frustrée. Non, je t'ai dit que j'avais pas vraiment faim. Si tu veux me donner un pourboire autrement que par de l'argent, une part de pizza du resto d'en face, un soda ou même une cigarette, ça me va. Mais je bougerai pas d'ici. Le gars, énervé. Non, je vais pas t'acheter une part de pizza. Si tu veux dîner, faut que tu viennes avec moi. À ce moment-là, il y a plein de gens qui passent dans la rue. Et Sophie commence vraiment à s'agacer. Le mec l'empêche de jouer de la musique et elle sent que ça devient lourd. Elle lui dit clairement « Eh bien, je vais nulle part. J'ai besoin de gagner de l'argent ce soir. Donc j'arrête de parler de ça. » Ensuite, elle se met à jouer de la guitare pour lui faire comprendre que la discussion est finie. Elle aurait probablement dû se méfier davantage. Mais à ce moment-là, elle est juste énervée. Elle a déjà eu affaire à des hommes qui lui proposaient de la nourriture ou un toit en échange de faveurs sexuelles. Donc elle se dit que c'est sûrement ce qu'il cherche également. Pendant environ 1 heure, elle se concentre sur sa musique et parle avec les passants. C'est une soirée plutôt productive et elle finit par presque oublier ce type louche. Jusqu'à ce qu'elle le voie sortir de sa voiture et s'appuyer contre la portière.
toujours en train de la fixer. Il est presque 23h à ce moment-là et elle réalise qu'il est là depuis plus de 2 heures. Là, les alarmes commencent à enfin retentir dans sa tête. Elle a du mal à se concentrer sur sa musique parce qu'il continue de la fixer. Et plus ça dure, plus elle a l'impression qu'il a autre chose en tête que de simplement soudoyer une jeune femme sans abri. Vers 23h30, Sophie comprend qu'elle doit réagir vite. Les rues sont encore pleines, mais avec la fermeture des bars, elles vont bientôt se vider. Elle ne veut surtout pas risquer qu'ils la suivent quand elle rentrera à pied. Quand Sophie se produit dans la rue, elle est plutôt sympa et n'a pas vraiment l'air menaçante. Donc le gars ne s'attend sûrement pas à ce qu'elle vienne le confronter directement. Mais quand elle se sent menacée, Sophie peut devenir très agressive et très vite. Pensant avoir pas mal de témoins autour, elle se dirige droit vers lui, furieuse. « Hé, pourquoi tu me regardes ?» Le type pris de court. Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça fait 3 heures que tu me regardes. Tu prends plaisir à mettre les jeunes femmes mal à l'aise ou quoi ? Elle est en colère et plus elle parle, plus elle monte en pression. Le gars ne semble pas du tout s'attendre à cette réaction. Non. Moi je veux juste offrir un dîner. Donc t'attends que j'ai assez faim pour aller dîner avec toi. Alors que je t'ai dit non plusieurs fois. C'est pas sympa, c'est flippant. Et puis, à 23h30, il n'y a plus aucun resto ouvert par ici. Non, celui-là est encore ouvert. Il est toujours ouvert. Mais je m'en fous qu'il soit encore ouvert. Je veux pas y aller avec toi, je te l'ai déjà dit. Alors pourquoi t'es encore là à me mater ? Non, tu comprends pas. Il essaye de trouver une excuse, mais il galère. Quoi ? Qu'est-ce que je comprends pas quand tu me fixes depuis 3 putains d'heures ? Et là, il sort une excuse improbable. Non, tu vois, je suis chauffeur Uber. Sophie, sarcastique, fait semblant de comprendre. Ah d'accord, donc t'attends quelqu'un qui a commandé un Uber pendant tout ce temps. Le gars croyant s'en sortir. Ah ouais c'est ça. Sophie coupant court à la comédie. Et tu allais les laisser poireauter pendant que tu m'emmenais au restaurant, c'est ça ? Ce qui se passe ensuite fait encore plus flipper Sophie que tout le reste de la soirée. Dès qu'elle met à jour son mensonge bidon, c'est comme si le gars enlevait un masque. Son sourire disparaît et d'un coup sa voix devient super sérieuse. En remontant dans sa voiture, il lui balance « D'accord, tu ne reverras plus jamais mon visage ». Et là, il démarre en trombe, s'éloignant rapidement. Sophie reste plantée là, complètement secouée. Elle a déjà eu des rencontres bizarres en faisant des spectacles de rue. Et là, c'est à un autre niveau. Elle est convaincue qu'il avait des intentions plus sombres, du genre à la kidnapper. Après ça, elle en a clairement marre. Plus question de rester dehors. Elle décide de commander un Uber pour rentrer chez elle plutôt que de marcher. Le trajet lui coûte presque la moitié de ce qu'elle a gagné en pourboire ce soir-là. Mais elle préfère ça plutôt que de risquer quoi que ce soit. Dans la voiture du Uber, en comptant son argent, elle réalise que c'est le moment de tirer un trait sur tout ça. Le peu qu'elle gagne la journée ne vaut pas les efforts et l'argent décent qu'elle peut se faire le soir ne vaut absolument pas les risques qu'elle prend. Depuis cette nuit-là, elle a totalement changé de job et a même développé une agoraphobie, diagnostiquée par la suite. À cause de cet incident et d'autres trucs du même genre, elle déteste sortir toute seule. Elle commande presque tout en ligne, que ce soit ses courses ou ses trucs pour la maison via des applis comme DoorDash. Heureusement, elle a trouvé un boulot à 3 pâtés de maison de son appart. Mais même pour faire ses courts trajets à pied, elle se surprend constamment à vérifier ce qui se passe autour d'elle, jetant des coups d'œil dans les vitrines pour voir si elle n'est pas suivie. Et c'est comme ça que se termine cette histoire. Je pense que j'ai pas grand chose à dire, le mec avec son SUV beige était clairement flippant. On sait qu'il ne voulait pas juste lui offrir le dîner, hein. Voilà, allez, prochain thread. Aurélie sort de la station-service en fin d'après-midi, son sac de snacks à la main. Il fait sombre, les réverbères n'éclairent pas grand-chose. Elle commence à marcher pour rentrer chez elle quand un mec s'approche. Elle le voit à peine, mais il doit faire quelques centimètres de plus qu'elle. Il porte une veste verte avec une capuche et elle distingue sa peau claire sous la lumière faible. Il lui demande direct ce qu'il y a dans son sac à dos. Elle essaye de s'éloigner, mais il attrape le sac et le retient fermement. Il refuse de la laisser partir. Il exige qu'elle lui donne le sac. Elle flippe, tente de le raisonner, lui propose de prendre juste la bouffe s'il a faim. Mais il s'en fout complètement. Il continue de tirer dessus et elle lutte pour ne pas lâcher. Les voitures passent à toute vitesse à côté d'eux, mais personne ne s'arrête, personne ne l'aide. Elle est seule, sur un trottoir sombre et désert. Cette station-service, elle la connaît bien. Le quartier, c'est pas le pire du monde, mais c'est quand même un endroit pourri, plein de toxicos et de mecs violents. Elle y a vécu avant et elle sait que la police y appelait presque tous les jours. Elle est bien contente d'en être partie il y a 2 ans. Puis le mec sort sa main de sa poche. Là, son cœur s'emballe.
Elle s'attend au pire, un couteau peut-être. Mais non, il ne sort que son poing. Sauf que ce poing, il commence à la battre violemment sur ses mains, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle saigne. La douleur est atroce, elle n'en peut plus. Elle lâche prise et lui tend le sac. Elle le regarde s'enfuir, complètement sonné. Tout ça pour des chips et un jus de fruits. Elle n'a rien perdu de précieux, mais le choc est là. Elle marche tout le chemin du retour en regardant sans arrêt par-dessus son épaule, paranoïaque, de peur que ce taré revienne pour en demander plus. Elle pense à appeler la police, mais elle sait que ça ne servira à rien. Elle n'a presque aucune description du mec, alors elle se dit qu'ils ne pourront rien faire. Maintenant, elle est au boulot, une main bandée, essayant de tourner la journée, malgré elle. Mais au fond d'elle, elle espère que ce type finira par s'en prendre à la mauvaise personne et se fera éclater la gueule. Elle regrette tellement d'être allée là-bas. Elle aurait mieux fait de rester chez elle. Comment, pour un paquet de chips et un jus de fruits, ça peut partir autant en cacahuète? Le monde est vraiment désespéré. Ça fait peur. En tout cas, si vous avez aimé ces threads, je vous invite à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'était pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur Insta, c'est cadeau. Clac. Bon, pour cette histoire, la personne, elle nous dit qu'elle a tout anonymisé, bref, etc. Et que les personnes importantes à connaître, c'est elle, Cassandra, celle dont on va parler principalement, et son cousin qui s'appelle Drew. Il y a aussi les gamins du quartier, il y a Josh, Kylie et Evan. Et il y a Gabe. Bon, pour situer un peu le truc, ça se passe à l'époque où ses parents divorcent. C'est pas un divorce simple et il se passe plein de trucs bizarres. Sa mère doit quitter le quartier en vitesse pour emménager dans une petite maison. Et son père garde la maison dans leur quartier. Elle raconte ça pour qu'on comprenne que même si ses deux frères décident de rester avec son père, son cousin et elle qui a vécu avec eux presque toute sa vie, il décide d'aller vivre avec la mère. Le souci, c'est que la nouvelle maison de sa mère n'est pas dans le même district scolaire, donc il n'y a pas de bus. Du coup, le plan c'est, elle les emmène à l'école avant le boulot et après l'école, ils prennent le bus pour aller chez son père. Et ils y restent quelques heures jusqu'à ce qu'elle ait fini de travailler. On parle de la mère. Bon, maintenant qu'on a toutes les infos, passons aux choses sérieuses. Il y a pas mal de gamins dans leur quartier et ils s'entendent plutôt bien. Ils traînent souvent ensemble, ils prennent le bus ensemble, ils traînent ensemble après l'école et ils essayent même de construire des cabanes ensemble dans les arbres. Elle nous dit que là où ils le font principalement, c'est dans un petit bois, accessible par une petite ouverture au bout d'une impasse. Bon, ça, normalement, c'est un petit peu leur routine quotidienne jusqu'au jour où une nouvelle famille emménage dans le quartier. Et avec eux, leur fils Gabe. Il a les cheveux bruns et il est maigre. Il rencontre Gabe pour la première fois dans le bus scolaire. Et comme ils sont curieux de connaître le nouveau gamin du quartier, ils sont tous impatients de lui parler. On se dirait sûrement qu'il y a une ambiance bizarre ou que quelque chose chez lui est flippant. Mais franchement, il a l'air d'un gamin normal. Il semble bien s'intégrer aux autres gamins du quartier. C'est devenu normal de les voir. Josh, Kylie, Drew, Evan et Gabe traîner ensemble. En apprenant à le connaître, ils apprennent que Gabe va en fait dans leur école. Mais qu'il a été renvoyé après avoir jeté des trucs sur un prof. Et que c'est seulement cette année qu'il a pu revenir dans leur école. À l'époque, ils mettent ça sur le compte d'un truc bizarre, mais avec ce qui s'est passé après, ça aurait dû être le premier signe d'alarme. Bon, Gabe, Drew et Cassandra, ils deviennent proches. Cassandra, elle traîne plus avec lui qu'avec les autres gamins. Elle le considère comme un pote, pas juste un gamin du quartier avec qui traîner. C'est pour ça qu'il ne le lâche pas tout de suite après ce qui s'est passé. Elle n'est pas là quand ça se passe, mais on lui raconte après. Un jour, Drew et elle montent dans le bus, et elle remarque tout de suite que Gabe n'est pas là. Ils s'asseyent toujours l'un à côté de l'autre dans le bus. Elle pense juste qu'il est absent et Drew décide de s'asseoir à côté d'elle. Kylie et Evan, qui sont assez près d'eux, commencent à parler d'un truc qui s'est passé et ils se joignent à la conversation. Apparemment, peu de temps après qu'ils sont partis chez sa mère, Gabe a invité Kylie, Evan et Josh chez lui. Elle ne se souvient plus de ce qui a déclenché ça, ni de ce qui s'est vraiment passé. Mais ça se termine avec Gabe qui poursuit Josh chez lui, avec un couteau à la main. Josh habite de l'autre côté du quartier et une fois rentré chez lui, sa mère sort pour voir ce qui se passe, parce qu'elle l'a entendu crier depuis le jardin. Quand elle sort, Gabe les poursuit tous les deux à l'intérieur. Le plus flippant, ils entendent Josh dire qu'il rit et qu'il a un sourire aux lèvres en le faisant, comme s'il aimait les terroriser.
Les flics sont appelés et franchement, elle ne sait pas ce qui s'est passé. À part que Gabe a été renvoyé de l'école pendant quelques jours après ça. Quand il revient, il fait comme si de rien n'était. Les gamins de leur quartier commencent à s'éloigner de Gabe après tout ça. Surtout Josh qu'elle ne revoit jamais lui parler. Qui pourrait bien lui en vouloir à ce petit? Son petit cerveau stupide, c'est elle qui le dit, de l'époque, se dit peut-être que le gars a voulu faire une petite blague et que ça a mal tourné. Ou un truc dans le genre. Et voilà, comme elle le dit, elle était naïve. Elle croit vraiment que Gabe a changé après ça. Comme si un truc avait refonctionné dans son cerveau. Et peu de temps après, ils sont dans le bus et elle lui parle, assis aux mêmes places. Tout d'un coup, il sort un crayon et essaye de la planter avec. Il fait pas juste essayer de la planter, il la plante. Dans le cou et heureusement, il perce juste la peau. Pas assez fort pour que ça transperce bien comme il faut. Mais ce qui la choque encore plus que ça, c'est que le mec, il rit comme un fou. Elle décide de changer de place. Quand elle descend, elle a envie de vomir. Elle n'aurait jamais dû faire ça. Elle touche son cou et il y a un petit peu de sang quand même, mine de rien. Donc heureusement qu'il n'a pas enfoncé plus loin que ça et qu'il n'avait pas plus de force. Et elle croit encore aujourd'hui que ce choix a provoqué ce qui s'est passé après. Il est renvoyé du bus pendant quelques jours et quand il revient, ils le font s'asseoir à l'avant du bus. Il sait que c'est elle qui l'a dénoncé. Quand elle passe devant lui pour descendre du bus, il la regarde fixement et elle se sent forcément mal. Il l'insulte de tous les noms, de balance et elle a peur de lui. Une semaine plus tard, tous les gamins de leur quartier décident qu'ils ne traîneront plus avec Gabe. Et elle aimerait pouvoir dire la même chose. Mais après tout ce qu'elle vient de raconter, vous le savez, à l'époque, elle était naïve et stupide. Finalement, il lui envoie un message pour s'excuser et lui demande si Drew et elle veulent traîner ensemble. Elle ne sait pas pourquoi, mais ils acceptent. Elle croit qu'il a dit que lui et d'autres gamins allaient traîner dans le petit bois, construire des cabanes, et elle croit que c'est pour ça qu'elle a accepté. Parce qu'il y avait d'autres gamins, selon lui. Alors, ils vont le retrouver chez lui, qui habite un petit peu en bas de la rue. Il frappe à sa porte et il ouvre, en tenant un couteau à la main. Elle ignore tous les signaux d'alarme à ce moment-là. C'est un couteau de cuisine, avec un manche orange. Il a un sourire bien grand sur le visage. Il lève son bras et commence à se couper. Là, forcément, Drew et Cassandra auraient dû se barrer. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Ça, elle ne le sait pas. Parce que le petit Gabe, il est en train de se faire plusieurs coupures. Et ça lui fait marrer. En fait, il se marre. Il a un sourire machiavélique sur le visage. Et à partir de là, elle commence à comprendre que le gamin, il est un peu psychotique. Il va prendre des outils chez lui et il leur dit de le suivre dans le petit bois. Et pour une raison stupide, ils le font. Elle espère qu'il sera enfin normal quand tous les autres gamins seront là. Ils arrivent à la petite ouverture dans l'impasse et tout, et ils rentrent. Pour arriver au petit étang dans les bois, il faut descendre une colline légèrement raide et traverser les broussailles. Et enfin, ils y sont. Et là, je pense que vous vous en doutez, mais quand ils arrivent, il n'y a pas d'autres gosses. Elle regarde Gabe qui se contente de rire. Ils doivent être en retard. Nous, on va commencer tout de suite. Drew et elle sont tous les deux à bout de nerfs et elle parie que Gabe peut le sentir. Cassandra, va chercher des bâtons et des bûches pour construire le fort. Il pointe l'étang, elle obéit et se dirige vers la zone. Environ 10 ou 15 secondes après avoir commencé à marcher, elle a envie de se retourner. Et là, comment vous dire qu'elle ne cessera jamais de remercier Dieu de l'avoir fait. Gabe est là, rampant jusqu'à son cousin qui ramasse un gros rocher. Gabe a un outil ressemblant à une pioche dans sa main et il le lève lentement. Cassandra, elle peut rien faire à ce moment-là, mais elle va se mettre à crier « Hé !» dans leur direction. Et son cousin sursaute et Gabe baisse rapidement la pioche et la regarde avec confusion. Elle court vers eux, leur disant que sa mère lui a envoyé un message et qu'il est temps de partir. C'est un mensonge, bien évidemment, son téléphone ne fonctionne qu'en Wi-Fi à ce moment-là. Elle sent que Gabe sait qu'elle l'a vu. Alors, elle attrape son cousin, qui ne pose pas de questions une seconde, et il commence à repartir rapidement. Et à partir de ce moment-là, Gabe les poursuit. Ils traversent les bois pendant une bonne demi-minute et ils arrivent à la partie raide, la gravissant rapidement. Elle regarde en arrière et voit Gabe avec le visage qu'elle ne peut décrire que comme celui d'un psychopathe, les poursuivant toujours avec la pioche, pointée vers le ciel. Elle prie pour qu'ils ne glissent pas ou ne tombent pas, et Dieu merci, ils ne le font pas. Heureusement, Gabe lutte un peu, ce qui leur donne le temps de sortir de l'entrée. Il court jusqu'à la moitié de la rue et se retourne. Gabe n'est pas là. En fait, il ne le voit jamais partir. Il rentre à la maison et le lendemain, Drew et Cassandra racontent à certains des autres enfants ce qui s'est passé. Le plus étrange, c'est qu'ils ne revoient plus jamais Gabe, ni dans le bus, ni à l'école. Très peu de temps après, ses parents déménagent de cette maison.
et son père déménage de ce quartier 1 an plus tard. Sa mère, quant à elle, trouve une maison plus récente dans leur district scolaire. C'était il y a des années, elle a récemment cherché Gabe pour savoir ce qui lui est arrivé, mais rien n'apparaît. Il n'a pas de page Facebook, pas d'Instagram, rien. C'est comme s'il avait juste disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Mais bien évidemment, elle sait qu'il a existé. Quant à elle, maintenant qu'elle est grande, elle habite plus vers l'endroit où ça s'est passé, donc tant mieux. Elle pense qu'elle ne le recroisera jamais en tout cas. Et en tout cas, c'est ce qu'elle espère. Ah ouais, parce que sinon, imagine comment il était petit, quand il va être grand là, il vaut mieux pas qu'elle le croise, parce que putain, je sais pas ce qu'il va lui faire. Bon, à mon avis, je suis désolé, mais là, c'est capote pour elle, c'est fini, c'est ciao. Le petit, il avait des tendances, j'espère qu'il a été soigné, parce que, à mon avis, je pense qu'il est soit en soins psychiatriques, soit en prison, parce que vu l'énergumène, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire, ou peut-être mort. Ouais. Bref, prochain thread, celui-là, il était fou. Celui-là, le petit, futur psychopathe. Du coup, pour ce second thread, ça s'est passé il y a quelques années à Amersfoort, aux Pays-Bas. J'espère que je l'ai bien dit. Voilà. Je sais qu'il y en a aux Pays-Bas, il me semble, dans les abonnés. N'hésitez pas à me corriger. Alors, je pense qu'il faut mettre l'accent, peut-être. Amersfoort. Ok, bref, refais plus ça. Angelica, elle était là-bas pour un entraînement avec l'armée allemande. Et leur commandant avait décidé de prolonger le séjour pour inclure un autre week-end, histoire de fêter ça et de visiter les Pays-Bas. Le vendredi soir, avec un groupe d'environ 5 personnes, ils ont décidé d'aller en ville. D'après ce qu'Angelica a vu, il y avait plein de jeunes, mais peu de touristes. Tous les bars étaient plutôt bondés et leur groupe s'est séparé en deux. Certains sont partis en boîte de nuit et d'autres, comme Angelica et un ami, sont allés au bar. Au bar, il y avait ce jeu qu'elle appelle dents d'alligator sur le comptoir. En gros, c'est une tête d'alligator en plastique avec des dents qu'on pousse à tour de rôle dans la bouche ouverte. À un moment donné, la bouche se ferme brusquement et celui qui perd doit offrir une tournée au gagnant. Ils ont dû jouer 4 parties et boire quelques shots quand l'ami d'Angelica a voulu aller fumer une cigarette. Elle, de son côté, avait besoin d'aller aux toilettes, alors ils ont convenu de se retrouver au jeu des alligators. Quand elle revient, son ami est toujours parti et le reste du groupe semble avoir disparu en boîte de nuit. Elle a attendu son ami comme prévu et a jeté un œil à son téléphone. Quelques secondes après, elle entend « Excusez-moi » et elle voit un jeune homme qui essaye d'attirer son attention. Il a l'air d'un étudiant normal, une vingtaine d'années, bien habillé et relativement petit. Il lui demande d'où elle vient, lui dit qu'il est étudiant ici et que c'est toujours cool de rencontrer de nouvelles personnes. Après une conversation amicale, il l'invite à jouer une partie de Dents d'alligator avec lui. Angelica, toujours en attendant son ami, accepte. Il joue et lui perd instantanément. Première manche, deuxième manche, troisième manche. Angelica perd la 4e et lui perd la 5e et la 6e. À ce moment-là, elle commence à être un peu agacée que son ami l'ait clairement laissé en plan pour aller en boîte. Elle annonce au gars devant elle qu'elle doit partir. Et là, il devient un peu nerveux. Il lui dit qu'il veut lui montrer quelque chose et sort son téléphone. Il consulte Google Maps et entre une rue d'Amersfoort. Il lui explique qu'il est dans une galère, que des types sont en conflit avec son frère et les menacent, lui et son frère, avec des histoires de représailles. Il a vraiment peur qu'il fasse quelque chose à son frère, donc il doit leur filer une grosse somme d'argent pour qu'il le laisse tranquille. À ce stade, Angelica a bien compris où il veut en venir. Il va lui demander de l'argent. Mais quand elle commence à lui dire qu'elle a pas de thunes, il l'arrête et lui dit qu'en fait il a l'argent sur lui, que tout va bien. Ensuite, il lui demande de l'accompagner quand il leur donnera l'argent. Protégé. En plus, il lui donnerait l'argent qu'il ne prendrait pas si jamais en plus. Angelica commence à trouver ça vraiment louche, elle lui dit qu'elle ne le suivra pas, mais que s'il se sent si menacé, il ferait bien d'aller voir la police. Dès qu'elle prononce ces mots, il fait demi-tour et s'en va presque instantanément. Avant de quitter le bar pour retrouver le reste du groupe, Angelica raconte l'histoire à la barmaid. Mais elle n'en a rien à foutre. Alors, tant pis pour elle. Angelica, un peu gênée et un petit peu saoule, quitte le bar et va à la boîte de nuit de l'autre côté de la rue. Ils passent encore 2 heures dans la boîte et au matin, leur groupe part chercher un taxi. En sortant, Angelica aperçoit le type du bar, là-bas, de l'autre côté de la rue, avec 2 autres mecs qu'elle distingue à peine. Elle s'arrête et regarde le trio. Il la repère et rapidement, le type se retourne et part avec les 2 autres. Jusqu'à aujourd'hui, Angelica ne sait pas trop ce qu'il avait en tête. Peut-être qu'il était vraiment en galère, peut-être que les 2 autres étaient là pour l'attraper et la voler,
ou peut-être autre chose. Mais elle est plutôt contente de ne jamais l'avoir découvert. Ah bah clairement, l'histoire, elle pue l'embrouille. Déjà, de toute façon, le gars lui dit par contre, moi, je suis déjà dans une embrouille, j'ai des thunes que je dois aller filer à des mecs. Donc déjà, quoi qu'il arrive, même si ça c'était vrai et tout, déjà, quoi qu'il arrive, c'était une embrouille. Il n'y avait pas de... C'est minimum, t'as une embrouille. Allez hop, classique. Et puis, possiblement bien pire. Bon bah voilà, petit truc sympa. On passe au prochain thread. Quand Carolina avait 12 ans, ses parents sont rentrés à la maison pour lui annoncer, à elle et à sa sœur aînée, qu'ils avaient acheté une nouvelle maison et les ont emmenés la visiter. C'était une maison de plein pied de 200 mètres carrés, située juste à côté du fairway d'un terrain de golf avec un grand salon, 4 chambres, 2 salles de bain et une salle d'eau. De l'extérieur, la maison semblait tout à fait normale, mais l'intérieur, tout sauf ça. Le salon et la salle à manger étaient entièrement bleu ciel, moquette, murs, manteau de cheminée, rideaux et même la grande cheminée en granit blanc était peinte en bleu ciel. Elle l'écrit dans le thread, c'était criminel comme peinture. Les pièces familiales étaient décorées avec un énorme imprimé floral, des rideaux assortis, des fleurs de 60 cm de large. Chaque pièce avait un thème extravagant. Carolina pensait que ses parents étaient fous. Mais dès qu'elle est arrivée dans les chambres, elle s'est mise à pleurer et à refuser de vivre là, car chaque porte était équipée d'un pen dormant à double clé. Ce genre de serrure qui ne peut être ouverte ou fermée qu'avec une clé des deux côtés. Elle a insisté pour dire que la personne qui vivait là avant était complètement folle. Ses parents lui expliquaient que c'était juste une femme qui avait acheté la maison après un divorce et l'avait laissée tomber en saisie. Comme la maison était super bon marché pour sa taille, 118 000 $, eh bien ses parents ont promis de tout rénover et de remplacer toutes ses portes de chambres flippantes. Il a fallu des mois pour rénover la maison et comme promis, elle est devenue une maison dite normale, malgré quelques petites traces de peinture bleu ciel sur la cheminée en granit brut. Avec le recul, Carolina comprend pourquoi ses parents ont ignoré l'excentricité de la maison. C'était une très belle maison pour pas cher, mais elle, à 13 ans, quand ils ont finalement emménagé, pensait que ces verrous, c'était clairement un mauvais signe et que ses parents auraient dû prendre en compte ça. Quelques mois plus tard, ses parents se sont séparés et il ne restait plus que sa mère, sa sœur et elle. Et Carolina, dans tout ça, elle pensait que la maison était hantée. La nuit, elle entendait des pas qui partaient du fond du couloir, là où se trouvait la chambre de sa mère, et qui descendaient jusqu'à sa propre chambre, à l'avant de la maison. La première fois qu'elle les a entendus, elle a allumé la lumière et fixé le plafond, remarquant un petit trou juste au-dessus de son lit. Elle a commencé à rester éveillée la nuit à lire jusqu'à ce qu'elle entende les pas. Puis, elle levait les yeux vers le petit trou, se demandant s'il était assez grand pour que quelqu'un puisse la regarder en bas. Par curiosité, elle a vérifié les autres pièces et effectivement, elles avaient toutes des trous au plafond. La situation était tellement instable avec le divorce de ses parents qu'elle n'en a jamais parlé. De toute façon, les 3 filles de la maison se disputaient tout le temps, toutes les 3, parce que leurs affaires finissaient mystérieusement dans la chambre de l'autre. Carolina retrouvait des affaires de sa mère ou de sa sœur dans sa propre chambre, et on l'accusait de les avoir volées, alors qu'elle n'avait aucune idée de comment elles étaient arrivées là. La même chose arrivait avec ses propres affaires, ce qui ajoutait encore plus de tension à la maison, même si elle essayait de leur faire remarquer qu'il y avait un problème. Sa mère s'est mise en colère, pire encore. Un soir pendant le dîner, elle a trouvé des épingles dans sa purée de pommes de terre au moment où elle s'apprêtait à en manger une bouchée. Elle les a accusés, elle et sa sœur, de tenter de la tuer. Mais honnêtement, Carolina ne savait pas comment les épingles étaient arrivées là. Un trou au plafond? Peut-être. Elle n'en sait rien. La situation est devenue encore plus instable après ça. Un jour, après 3 ans passés là-bas, Carolina est rentrée de l'école et s'est installée dans le coin repas pour faire ses devoirs. Comme d'habitude en fait. À peine avait-elle commencé à travailler qu'elle a remarqué que la pièce sentait fort l'Old Spice, une autre cologne que son père n'utilisait jamais. Et ça faisait littéralement 3 ans qu'aucun homme n'avait mis les pieds dans la maison. Effrayée, elle a pris ses devoirs et est sortie directement par la porte coulissante en verre et a fait ses devoirs sur la véranda du jardin, persuadée que les golfeurs passeraient pendant qu'elle travaillerait. Sa sœur est rentrée environ 1 heure plus tard et Carolina s'est précipitée chez elle pour lui raconter ce qu'elle avait vécu. Elles sont restées quelques minutes dans le coin repas, à humer l'air, et rien. Sa sœur a écarté ça comme de l'imagination. Mais Carolina, elle l'a pas imaginé. Une autre odeur étrange était parfois présente, celle de la mort, dans la cuisine, lors des journées chaudes. Sa mère plaisantait en disant que c'était sûrement l'ancienne propriétaire et expliquait qu'elle avait disparu quelques mois après la fin de son divorce. Carolina, elle savait que c'était pas une blague, parce qu'il recevait toujours son courrier depuis des années.
Parfois, Carolina se demande si sa mère ne plaisantait qu'à moitié et pensait vraiment que l'ancienne propriétaire était sous la maison. Et parfois, elle se demandait si l'odeur n'était pas autre chose. Quand sa sœur est partie à l'université, il ne restait plus que sa mère et elle. Finalement, sa mère a décidé que la maison était trop grande pour elles deux et elles ont déménagé dans une plus petite maison après y avoir vécu pendant 5 ans. Pour résumer, l'ancienne propriétaire disparue, des verrous sur des portes des chambres, des bruits de pas au-dessus de toutes les chambres de la nuit, des petits trous au plafond, des objets disparus ou mystérieusement égarés, l'odeur d'eau de Cologne pour hommes et parfois une odeur de pourriture. Adolescente, Carolina pensait que la maison était hantée et c'est ce qu'elle disait à ses amis ou petites amies. Des bruits de pas dans le grenier? Non. C'est environ 4 ans après avoir quitté cette maison que, lors d'un dîner avec sa sœur et ses petits amis, son copain de l'époque, en essayant de faire la conversation, lui a dit qu'elle lui avait raconté qu'ils avaient tous vécu dans une maison hantée. Carolina, elle a été super gênée. Sa mère et sa sœur étaient perplexes et Carolina a expliqué qu'elle entendait des pas la nuit. Sa sœur, choquée, a dit qu'elle aussi les avait entendus, marchant dans les chambres, en discutant des objets disparus et confirmant qu'ils n'avaient rien volé, et qu'en plus cet après-midi-là, Carolina avait senti de l'eau de Cologne, elles ont vu leur mère devenir blanche comme un linge. Elles lui ont demandé ce qui n'allait pas et elle leur a expliqué. Apparemment, pendant que l'entrepreneur rénovait la maison, il était monté au grenier pour vérifier et avait trouvé un vieux matelas, des bouteilles de vin vides, certaines contenant des bougies et un tas de détritus. Comme si quelqu'un avait vécu dans le grenier. Sa mère a dit qu'ils avaient tout vidé et qu'ils avaient décidé de ne rien dire à Carolina ni à sa sœur, parce qu'elles étaient déjà farouchement contre la maison. Depuis, Carolina a 1000 questions sans réponse. Quelqu'un est-il remonté là-haut après les rénovations? Et qu'est-ce que c'était que ces bruits de pas la nuit? Est-ce qu'il descendait dans la maison pendant que tout le monde était parti pour le travail et les études? Est-ce qu'il déplaçait des objets et causait des problèmes? Et est-ce que c'est pour ça que Carolina a senti une odeur d'eau de Cologne? Est-ce que au final, le gars était toujours dans la maison? Est-ce que c'est lui qui avait réussi avec un petit trou dans le plafond à mettre les épingles à cheveux qui seraient tombées dans la soupe? Bon, ça, on n'en sait rien. Et aussi la question qui la taraude le plus, c'est pourquoi il y avait des verrous aussi efficaces sur des portes de chambre. Très bizarre. Voilà les petits potes, j'espère que vous avez kiffé ces threads. Si c'est le cas, vous connaissez un petit pouce bleu et un abonnement. Et si jamais vous en voulez plus, eh bien je vous invite à cliquer sur l'une de ces 2 vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tous les petits potes.